Imagine un climat méditerranéen, chaud à tempéré. Températures ne sont pas extrêmes, c'est-à-dire ni torrides ni glaciales, et un paysage calcaire, dans lequel un grand fleuve serpente entre zones boisées et pleines de végétation. Sur l'une des rives se trouvent de petites falaises percées par des grottes, cavités de grande taille dans le rocher, et altérées, changées en mares par des effondrements. De nombreux animaux se partagent les différents biotopes, des herbivores et des carnivores. L'eau drainée par le fleuve, créant des ravines, petits ravins. Avec le temps, ce paysage de roches calcaires seront touchés par l'érosion, qui fera apparaître des cavités dans la craie, formant des pièges pour les sédiments, issus du cours d'eau. Du sable, de l'argile et des graviers se déposent également, ainsi que des cadavres et squelettes d'animaux. La fossilisation se formera pour protéger ce lieu unique, le tout sera recouvert de lainons. C'est des petites particules de sable. Grâce au vent, au fleuve, bien sûr ceci ne se réalise pas en quelques mois. La fossilisation, transformation en roche, est un processus complexe qui implique d'abord un enfouissement rapide du cadavre de l'animal. Les parties molles se décomposent et ne restent alors que les parties dures, squelettes ou coquilles. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Les minéraux concentrés dans les eaux souterraines ou les sédiments se cristallisent à l'intérieur des os, puis les transforment en roche, en conservant leur forme. Et où les os sont complètement dissous et la forme reste imprimée dans la roche. Les minéraux comblent l'espace laissé par les os disparus, formant ainsi un moulage. Un maître d'école de Saint-Pré découvre un jour des ossements. Il y aura donc un article publié dans le journal de Chartres le 9 janvier 1845. Dedans, il y a la description de la sablière, description des os, le poids, la taille, où les ossements ont été emmenés. Il donnera des ossements au musée de Chartres. Il y aura une analyse chimique du lieu. On saura la profondeur exacte où les ossements étaient trouvés et il y avait quoi comme ossements. Un géologue, Jules Desnoyers, c'est quelqu'un qui observe, relève et analyse les corps terrestres. Originaire de Nogent-le-Rotrou, qui fut le directeur de la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, étudie les terrains de la Loire. Pendant des années, il s'aperçoit qu'il certaines formations géologiques y trouvaient des ossements de grands mammifères. Louis-Gustave Perrineau de Boisvillette, un ingénieur en chef des ponts et des chaussées, envoie une lettre à la Société géologue de France car il a découvert des fragments d'éléphants, d'antilopes, bœufs, rhinocéros en faisant des travaux sur la ligne de chemin de fer Chartres-Paris. Les ossements se trouvaient dans une sablière, donc un lieu très précis, et rien ne sera fait. 10 ans plus tard, 2 personnes, Auguste Logiel, un ingénieur des mines chargé de dresser la carte géologique et agricole du département, redécouvrent ce lieu. Avec le doigt à la tête, ils trouveront 10 espèces. Et dedans, il y aura des mammouths,
rhinocéros, hippopotame, cerf, cheval, rongeur. Jules Desnoyers, oui, encore lui, mettra lui au jour un tibia de rhinocéros et étudiera une centaine d'os. Ils seront conservés dans plusieurs endroits. Il remarque alors des traces de silex tranchant et des pièces de crâne et des bois de cerf. Est-ce que cela signifie que l'homme aurait donc vécu à la même époque que le mammouth méridional, une espèce du tertiaire? Mystère. Mais vous allez me dire, pourquoi autant d'animaux? Eh bien en fait c'est grâce aux fleuves. Je les attire pour qu'ils s'abreuvent, se baignent, se soignent, se reproduisent. Les troupeaux ont dû être piégés par une rapide montée des eaux, ou une inondation, ou une tentative de franchissement de la rivière. Et à cette époque, il y avait donc des carnivores, ils ont dû abandonner des carcasses. Et tout ceci a été retrouvé dans un lieu très très précis. Pour le mammouth méridional, en preuve il y a des fragments de vertèbres, main droite, tibia, fémur, défense, côte, vertèbre thoracique, humérus, radius, deuxième vertèbre cervicale, des fragments de crâne, des dents, radius, des mandibules, des fragments de défense et fibules. Pour les hippopotames, ils ont découvert des fragments de tibia, de radius, des dents des côtes, des phalanges. Pour le castor, un crâne, cheval de ténon, des dents, des os métapordiens, rhinocéros, mandibule, fémur, des dents. Pour le bison, des dents, des fragments de crâne, des chevilles osseuses, métatarse, corps de la première vertébrale thoracique, fémur droit. Pour le liène géant, fragments de maxillaire, droite et gauche. Pour l'ours, deuxième vertèbre cervicale. Pour l'élan, os frontal, talus, fragments de bois, cervical. Pour le cerf, vertèbre cervicale, des bois, tibia, mandibule. Pour le daim, les mandibules. La taphonomie, traces sur os et bois, étudie la formation de gisements fossiles et tous les processus qui interviennent entre la mort des animaux et la fossilisation d'un organisme. Ainsi, les traces observées sur les os découverts dans un site préhistorique attestent de leur histoire. Ils sont étudiés en étapes. Le charias, action naturelle correspondant à un déplacement des sédiments et de ce qu'ils contiennent sous l'effet du vent ou de l'eau, ce qui laisse sur les os des polis ou des stries fines ou superficielles. Le rognage, action animale qu'on identifie par des traces de dents de carnivores sur les os. Les actions anthropiques. Les actions anthropiques ou humaines, comme le dépeçage qui laisse parfois des incisions ou traces de découpe des os. Certains os sont également fracturés pour l'extraction de la moelle ou la récupération de bois sur les crânes des cépités. Ah oui, j'ai une petite révélation à vous faire. À côté des ossements, on a retrouvé des pierres taillées. Il faut aller en Espagne pour retrouver des restes humains de la même époque que les ossements. Imagine un paysage où les pins sylvestres, bouleaux et saules étaient sur terre, accompagnés de gramillés sauvages, pissenlits, marguerites et de chardons.
La température est inférieure à 15 degrés par rapport à aujourd'hui. Les précipitations ne sont moins abondantes, mais le sous-sol est gelé en permanence, comme au nord du Canada ou en Sibérie. Un énorme glacier bordé d'un désert froid se situe au nord du continent eurasiatique, ce qui entraîne une migration des animaux et sûrement des hommes vers le sud. C'est une époque riche en faune et en matières premières. Les animaux qui y vivaient étaient le mammouth laineux, les ours et les lions des cavernes, le rhinocéros laineux, le bison des steppes, des chevaux sauvages, des antilopes, des rennes. Le magacéros, ils se partageaient leur territoire et l'eau. Le paysage évolue entre plaines enneigées et zones arides. Cela est dû au cycle astronomique. Si les climats changeaient. Les mammifères à trompe sont classés dans l'ordre des proboscidiés qui existent depuis 60 millions d'années. De très nombreux fossiles ont été retrouvés dans cet ordre, qui comporte les plus grands mammifères terrestres ayant vécu le mammouth, mais aussi le plus grand animal terrestre vivant, l'éléphant. Il existe 2 espèces en Afrique et une en Asie. Les éléphants ne sont pas les descendants des mammouths. Ils ont un ancêtre commun. D'après plusieurs études, ils sont plus proches des éléphants d'Asie que d'Afrique. On va maintenant s'intéresser à la pièce maîtresse de l'exposition. Elle a été prêtée par le prince de Monaco. Elle est en très bon état de conservation. Il s'agit d'un mâle de près de 50 ans. Il mesure 4,70 m de long, 2,80 m de haut et 2 m de large. Ses défenses 2,50 m. Il a été découvert en 1991 en Sibérie, suite à un effondrement d'une berge. Ce sera 11 ans plus tard qu'une opération sera organisée par Fedor et son ami Anatoly. Ils collecteront les ossements. Il leur fallut 3 jours. Des restes de tissu organique se présentent encore sur ce mammouth. Il est donc très précieux pour la science. Son anatomie est adaptée au froid. Oreilles et clapet anal sont de petites dimensions. Il a 3 couches de poils, une sous-couche très dense à duvet. Poils courts, mais aussi des poils longs pouvant atteindre plus de 45 cm sur le dos et 1 mètre sur les flancs. Le cri, le barrissement. À cette époque, l'humain le chassait et pouvait offrir 2 tonnes de viande grâce au fumage et au salage. Des matières premières souples et dures, comme la peau, les tendons, les os, l'ivoire. Pour la structure de maison, des outils, des bijoux, des armes, des ustensiles de cuisine, des lampes à huile, propulseurs, poissons et aiguilles. Il prenait aussi les peaux pour s'habiller, pour faire des sacs, des couvertures, les défenses, les crânes pour construire des huttes, et la graisse comme isolant ou combustible. Il existe aussi une autre preuve que ce mammouth existait. Il a été dessiné dans la grotte de Bouffinac en Dordogne en France. Il s'agit de 170 images de mammouth. Il y a eu aussi des empreintes d'ours, de griffes, des bisons, des chevaux, des bouquetins, des rhinocéros laineux. Le tout est réparti en 3 niveaux sur 8 km.